Jungle. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel bonheur de vous retrouver sur Sport FM pour parler de toutes les disciplines dans Dingue de Sport en direct sur la bande FM 91.9 et sur le net. Vous connaissez l'adresse sportfmtg.com. Ce lundi, voici les sujets au menu. Les disparus de Lunghi du 3 juin 2007 retrouvent enfin leur terre. Le stade de Kégué, lieu de la cérémonie organisée ce dimanche, 15 ans après. Les familles des victimes et les âmes des défunts, la question se pose. Définitivement honoré? Pour une interrogation, on en parle, les U17 sans victoire au tournoi UFOAB, une participation sans relief pour Maurice Noutoudje et ses poulains. Pendant ce temps, les dames éperviers, la préparation continue. Un lourd revers 3-0 vendredi dernier face au club champion du foot féminin au Ghana. Que retenir de cette sortie à moins de 2 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations? Pour éplucher tous ces sujets autour de moi dans le studio Messanyami, nous avons Gilbert Alba, le patron de la cellule de communication du ministère des Sports et des Loisirs, Habib Amouzou, directeur exécutif de l'association Lunghi à Jaman, et puis notre confrère Edem Atipoué de l'édito.tg. La mise en onde de ce nouveau numéro de Dingue de Sport est signée Anas PM. La vidéo est l'œuvre de Elom Adovan. Je suis Angelo Fodikwe. Bienvenue à toutes et à tous. C'est parti. Nous prenons le temps de souhaiter la bienvenue à nos invités. Habib Amouzou, bonjour, bienvenue. Bonjour et merci de nous recevoir cet après-midi dans le studio Messanyami de Sport FM. C'est avec tout un plaisir que nous vous accueillons, Gilbert Alba. Oui, vous êtes habitué justement de nos studios. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, c'est un plaisir d'être là. Je salue les auditeurs et auditrices de Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Mille gratitudes à vous. Bonjour Edem Atipoui. Bonjour Angelo, bonjour à tous les dingues sportifs de Radio Sport FM. J'espère que ça va bien. Oui, ça va. D'accord. Alors, la première fenêtre de cette émission va s'intéresser à un aspect plus ou moins gai, même si on va parler de cette cérémonie de rituel qu'on a organisée hier avec en premier rang la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi-Kama, pour les disparus de Lunghi. La première question, je me tourne vers Habib Amouzou. Les années passent, aujourd'hui 15 ans presque après ce drame-là. On a l'impression que petit à petit, les choses se font dans les règles de l'art. Absolument. Dans ce même studio, il y a quelques semaines, à l'orée de la célébration de la 15e commémoration, j'avais dit que les lignes étaient en train de bouger. Et aujourd'hui, tout le monde remarque que véritablement les lignes bougent. Et aujourd'hui, vous, en tant que directeur exécutif, votre sentiment? Nous avons beaucoup apprécié ce qui s'est passé hier au stade de Kégué. Il semble que quand il y a des décès de cette nature, c'est les rituels que nous devons faire. Et ça a été fait. Maintenant, on sait que nos proches sont maintenant à côté de nous. En tout cas en ce qui concerne leur âme. Et il y a un grand soulagement dans les familles. Il y a un grand soulagement dans les familles. C'est un événement qu'il faut vivre parce qu'en parler, on ne peut pas comprendre le lot d'émotions qui était là hier. Je me rappelle qu'il y a 15 ans, quand les corps étaient arrivés, on les a accueillis au stade municipal en présence du chef de l'État lui-même. Et les cris et les pleurs, c'est ce que nous avons vécu hier. On dit chez nous, il faut manger la tête de la tortue pour ne pas pouvoir pleurer. Moi-même, j'ai tout fait, mais quand même, les émotions m'ont trahi. Et ceux qui étaient présents ont vu également l'émotion au niveau de la ministre des Sports et des Loisirs, à qui j'adresse une grande félicitation, que je remercie quand même beaucoup, parce que je pense que le moment est là, le moment est arrivé, et nous avons maintenant des personnes, des personnalités qui sont là pour arranger les choses. Dans votre voix, on sent encore de l'émotion. En tout cas, on ne peut que souhaiter repos
aux âmes des illustres disparus et beaucoup de courage aux familles des victimes. Gilbert Alba, aujourd'hui, on sent justement que les lignes sont en train de bouger. On va revenir un peu sur le processus d'organisation de ce rituel-là. C'est quelque chose qui a été pensé depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Oui, tout à fait. Avant de répondre à votre question, je voudrais une fois encore renouveler les condoléances de Madame le ministre des Sports et des Loisirs à toutes les familles éplorées, toutes ces familles qui étaient là hier. Oui, allez-y. D'accord, c'est bon, merci. Donc, renouveler les condoléances de Madame le ministre des Sports et des Loisirs à toutes ces familles qui étaient là et à tous ceux-là qui n'ont pas pu faire le déplacement également. Et elle est de tout cœur avec tout le monde et je pense que c'est tout le gouvernement togolais qui est avec toutes ces familles qui ont perdu des proches. Et vous savez qu'au rang de toutes ces personnalités, il y avait également un membre du gouvernement, en la personne de M. Richard Atipoué, qui était à l'époque ministre des Sports et de la Jeunesse, qui s'en est aussi allé. Donc, pour le gouvernement, c'était aussi un moment d'émotion. Donc, oui, c'est un événement qui a été pensé, initié au niveau du ministère, avec la bénédiction, bien sûr, des plus hautes autorités de notre pays, Madame le Premier ministre et le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozen Nanyasingbe, qui ont donc apporté toute leur bénédiction à Madame le ministre dans la réalisation de ce retour au pays des âmes de nos illustres disparus. Ça a été, disons, une demande constante et récurrente des familles que ça se passe ainsi. Et nous sommes en Afrique, il y a des réalités traditionnelles qu'il faut respecter. Notre pays est un pays laïque et donc toutes les religions se pratiquent au Togo, chrétiens, musulmans, et puis il y a ceux qui sont de la tradition aussi. Donc au fil des années, beaucoup de choses ont été faites. Prières musulmanes par ici, messe catholique, culte protestant et dans d'autres religions chrétiennes aussi, ou bien dans d'autres confessions chrétiennes. Mais il y avait toujours cette demande qui était en attente. Et avec la bénédiction des plus hautes autorités, Madame le ministre des Sports a entrepris ce retour au bercail des âmes de nos illustres disparus. Ça a été fait hier. Je précise qu'il y a une délégation spéciale qui a quitté le Togo pour la Sierra Leone. Tout à fait. Parce que la cérémonie a été faite par une délégation de nos garants des us et coutumes. Une délégation qui a été conduite par Togbi Djidjole de Toudis, qui a conduit une délégation de 5 personnes, de 5 personnalités traditionnelles qui sont allées à Lungi sur le lieu du drame, qui ont fait des rituels qu'il faut avec tout l'accompagnement des autorités locales et qui sont donc revenus avec les âmes, si je reprends un peu les propos de Togbi, qui sont revenus donc avec les âmes de nos illustres disparus et que définitivement ils ont quitté le lieu de l'accident et ils reposent désormais dans leur pays, dans l'enceinte du stade de Kégué. Et voilà, donc c'est un truc qui a été pensé et qui a été exécuté. On rend grâce à Dieu. Comme le disent certaines personnes, mieux vaut tard que jamais. Ça a été finalement fait. Avant de continuer la discussion, est-ce qu'aujourd'hui une stèle est mise en place ou qu'est-ce que cela représente aujourd'hui quand on arrive au stade de Kégué pour identifier le lieu où la cérémonie a été organisée? Gilbert Alba. Disons que pour l'instant, le lieu où la cérémonie a été organisée, il n'y a pas encore une érection d'un quelconque monument ou stèle, oui. Pas encore. D'accord. Mais ça reste quand même une demande, un souhait des familles. Et le gouvernement travaille là-dessus, le ministère également, pour voir quelle serait la meilleure approche. Et je pense que le gouvernement ne lésine pas sur ce qu'il faut faire pour que chacun puisse trouver la paix et que
le sport togolais, le football togolais également, puisse reprendre toute sa place sur l'échiquier mondial. Donc voilà. Elema Tipoué, cette démarche-là du gouvernement, par le truchement du ministère, des chefs traditionnels et tout, quel commentaire vous faites là-dessus? Déjà, il faut que je m'incline devant la mémoire de ces 13 martyrs qui vraiment font partie de l'histoire lourde du pays. Et avant de me démarquer de cette émotion, il faut reconnaître qu'effectivement, il faisait partie des étoiles de ce football, notamment le feu ministre de la Jeunesse et des Sports d'alors, Richard Atipoué, dont je suis l'un des neveux. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les familles, dont je préfère peut-être taire quelques détails. Mais il faut reconnaître que déjà, c'est un pas qui est fait. C'est un pas qui est fait, comme vous l'aviez dit dans votre mot introductif. Les choses sont en train d'être faites de la plus belle des manières. Mais si je me démarque de ce qui a été fait, je vais rentrer dans une analyse en me demandant si ce n'est pas les mauvais résultats des éperviers qui sont la résultante de ces actions. Oui, une chose est de savoir que ce sont des choses qui doivent être faites. Oui, il faut faire reposer l'âme sur le territoire togolais. Il faut l'indemnisation. Il y a le représentant ici qui est là. Il y a les indemnisations qui sont toujours sur la table. Il y a également les enquêtes, la poursuite des enquêtes qui sont également en suspens aujourd'hui. Mais au-delà de ça, est-ce que ce n'est pas parce que les éperviers sont dans une mauvaise passe quand on prend les éperviers seniors qui sont en méforme, quand on prend les U17 qui sont éliminés de la CAN U17, quand on prend les femmes dont les préparatifs pour la CAN féminine qui tanguent, quand on prend les éperviers locaux qui viennent de commencer un autre stage, les éperviers U23 où on ne sent pas trop la stabilité. Pour vous, tout est lié. Je me dis, tout est lié aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une question d'honorer ces personnes dans un processus normal, mais nous ne sommes qu'à une résultante de ces mauvais résultats. Et je pense que si ces mauvais résultats vont nous amener à honorer la mémoire de ce que ce pays a perdu, je pense que c'est le moment de le faire. Mais il ne faut pas seulement s'appesantir sur ce côté honorifique, mais il faut aller au-delà, voir plus les exigences ou les demandes assez nobles des familles tout simplement, et pour qu'on puisse redorer vraiment le football qu'on a connu d'antan. On va donner la parole à la patronne des sports au Togo, Dr Lydie Bessi-Kama, qui a justement s'est exprimée après, justement, on pourra dire, la cérémonie, tout ce qui s'est passé ce dimanche au stade de Kégué. Et nous revenons dans le studio Messanyamé. Notre pays est un État laïque. Dans la laïcité, nous avons toutes les religions. Nous avons la religion musulmane, nous avons la religion chrétienne, il y a la religion traditionnelle que nous ne devons pas occulter. Pour être respectueux des rites et traditions de notre pays, nous avons le devoir aussi donc d'accompagner nos frères pour que leur âme puisse reposer en paix. Et c'est ce qui a été fait. Pour dire que nous avons fait une partie du chemin, ce n'est pas encore fini. Je le dis, il y a des actes forts qui seront posés dans les jours à venir encore pour que ceux qui ont servi le football avant, que nous tous on se retrouve pour parler avec cœur, pour se dire les vérités et dire ça c'est fini. Regardons vers l'avant. Nous en avons besoin pour que nous puissions retrouver une certaine sérénité dans le football et dans le sport de façon générale. Voilà, si vous ne connaissez pas cette voix, je vous la rappelle, hein, c'est celle du docteur Lydie Bessi-Kama, c'est la ministre des Sports et des Loisirs, autour de laquelle vous avez toute une organisation, toute une équipe qui travaille, dont vous faites partie justement de la cellule de communication. Gilbert Alba, Madame la ministre dit tout à l'heure qu'il y a des actes forts qui restent à venir. Vous êtes à côté de la casserole, on peut sentir l'odeur avec vous? J'ai bien aimé la façon dont vous l'avez introduit, merci. Non, c'est vrai, nous avons cet honneur-là, ce privilège d'être aux côtés de Madame le ministre, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se font, sur lesquelles on ne communique pas avant. Vous allez vous rendre compte que dans la plupart de nos activités, on les découvre.
Donc, permettez que je n'aille pas dans les détails, mais ce que je peux peut-être vous demander, c'est de continuer par prier pour notre sport, par prier pour nos autorités, par soutenir les différentes actions pour le nom du Togo. Donc, si nous sommes tous, nous envoyons tous des ondes positives, je pense que notre sport, toutes les disciplines prendront de l'envol. Et je pense que il y a beaucoup de choses qui se font, qui se préparent, et par la grâce de Dieu, on y arrivera. On a compris, hein, il est avant de passer la parole à Habiba Mouzou, oui, Gilbert. Je voudrais revenir sur les propos d'Emma Tipoué. D'Emma Tipoué qui a parlé d'indemnisation, oui, qui a parlé d'enquête, voilà, écouter les familles et tout. Je voudrais peut-être dire deux choses. D'abord, sur la question des enquêtes. Les enquêtes ont pris fin depuis. C'est une enquête internationale notamment qui a pris fin et qui avait reconnu, ou disons doigté la Sierra Leone dans une certaine mesure par rapport à sa responsabilité dans la survenue de cet accident. Et c'est justement pour cela que l'enquête internationale avait recommandé que la Sierra Leone puisse indemniser les familles dans une certaine mesure. Le processus d'indemnisation avait démarré. Entre-temps, ça a pris de l'aile, ça a traîné. Bon, actuellement, les familles ont assigné l'État sierra-léonais en justice au niveau de la CEDEAO. Donc, c'est ce que je peux vous dire par rapport aux enquêtes internationales et à l'indemnisation. Pour ce qui concerne les autorités togolaises relativement à l'indemnisation, beaucoup de choses ont été faites et vous vous rappelez, il a dit d'ailleurs, M. Habiba Mouzou, au lendemain de l'accident, il y a eu un hommage national, il y a eu 3 jours de deuil qui avaient été décrétés, et le président de la République lui-même a présidé cette cérémonie d'hommage national où il a levé à titre posthume les victimes par des distinctions honorifiques. Donc, il y a tout un processus. Et comme Mme le ministre venait de le dire, beaucoup d'autres choses pourraient venir pour permettre à chacun de faire son deuil, de véritablement se tourner vers l'avenir. On ne doit pas constamment regarder dans notre rétroviseur, mais on doit continuer par soutenir notre sport. Et je pense qu'on va y arriver ensemble. Voilà qui est dit. En tout cas, on comprend petit à petit que les choses semblent se régler. Habiba Mouzou, aujourd'hui, quand on parle de l'indemnisation, aujourd'hui, pour les citoyens lambda, il veut savoir si, l'État togolais, est-ce que c'est juste après le drame, quand ça s'est produit, ça s'est arrêté là, une fois, 2 fois, ou aujourd'hui, vous nous assurez comme quoi les familles des victimes n'ont pas été négligées? Aujourd'hui, je peux dire que les choses commencent par rentrer dans l'ordre. Je vais essayer d'être politiquement correct. Alors, allons-y. Les choses commencent par rentrer dans l'ordre et les choses restent à faire. En ce qui concerne l'indemnisation de manière précise, l'État togolais a sa partition encore à jouer. Et ce n'est pas anodin la communication que Mme le ministre a faite en disant qu'il y a encore des actes forts à venir. Je pense qu'il faut suivre un peu la façon de fonctionner désormais du ministère des Sports et des Loisirs. Que vous appréciez? Oui, sans nul doute. Nous apprécions beaucoup. Beaucoup de choses se font et c'est au résultat qu'on voit les choses. Le Togo a cette particularité d'être beaucoup plus dans la critique. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais aujourd'hui, il faudrait que nous apprenions notre façon de fonctionner. Et cette façon-là, ça marche. Ça fait 15 ans. Vous imaginez la succession des ministres à la tête des sports. Et depuis qu'elle est arrivée, les choses ont commencé par changer. Je vous dis que les éperviers ne perdaient pas. On n'a pas encore joué de match majeur quand elle nous a pris la 14e commémoration. Vous avez vu ce que c'était. Donc, même si c'est lié, cette cérémonie qui vient d'être faite, est-ce une bonne chose? Si oui, essayons d'avancer dans cette lignée-là. C'est beaucoup plus ce que je voudrais quand même donner comme
message. Je reste avec vous pour vous poser cette question. Vous êtes plus proche des familles, vous vous retrouvez pratiquement presque tous les jours, si je ne m'abuse. Quel a été le ressenti en général après tout ce qui s'est passé hier, les visages, les sentiments? Que pouvez-vous dire là-dessus? Oui, comme je l'avais dit, il y avait eu de l'émotion, il y a eu des pleurs et tout, mais il y a un satisfait qui a été manifesté. Parce que M. Al-Baladi, nous l'avons demandé à plusieurs reprises, et maintenant que ces choses faites, on sent que nos proches sont revenus au pays. On sent que ceux qui sont morts pour le football sont maintenant là pour se battre pour le football. Et c'est très important, ce n'est pas anodin. Leurs âmes reposent en paix, comme on le dit, parce que là, quoi qu'on dise, mine de rien, de gauche à droite, quelque part dans l'ombre, ils peuvent également contribuer à ce renouveau du football togolais. On va donner encore une fois la parole à Gilbert Arba. Avant, ce sera de retrouver Idem Atipoué, mon cher Gilbert. Oui, juste dans les propos de M. Amouzou, bon, il a semblé dire que c'est l'arrivée de Madame le ministre qui a fait bouger les lignes. Bon, beaucoup plus. Bon, je voudrais simplement dire que le gouvernement, c'est une continuité. Il y a des bases qui ont été posées. Chacun qui a été à la tête du ministère des Sports, bon, en tout cas du ministère en charge du sport, puisqu'il a changé successivement de nom, chaque ministre qui a occupé ce portefeuille a posé certaines bases de toute façon, sur lesquelles nous continuons, aux côtés de Madame, de construire. Quand elle ne sera plus là, d'autres continueront par construire sur ce qui est là. Et donc, le mérite, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Chacun a posé une base, quelle qu'elle soit, pour qu'on en arrive là. Et on va continuer toujours ensemble. Oui, pour nous, les parents des victimes, nous préférons que la base soit celle-là que nous sommes en train de voir, parce qu'elle est manifeste. N'est-ce pas? Oui. Et très évidente pour vous. Absolument. Alors, on va, encore une fois, écouter la patronne des sports qui a mis l'accent sur la fibre patriotique. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Nous revenons pour la suite des discussions. Chaque victoire que nous avons, c'est la victoire de nous tous. C'est une victoire collective. Ce n'est pas Madame le ministre. On dit qu'on cherche quelqu'un pour être au devant. Mais ceux qui font le travail, c'est nous tous. Si je me lève chaque matin avec des idées, c'est parce que quelque part, il y a des citoyens togolais qui m'envoient de belles énergies, qui se lèvent pour dire que ça aille de mieux en mieux. C'est pour que notre patrie retrouve toute sa grandeur. Nous sommes dans un très beau pays. Il faut le vivre. C'est ça l'esprit patriotique. Si nous perdons le Togo, vous pensez qu'on va vous adopter au Burkina, au Ghana, au Bénin? Non, vous serez toujours qualifiés d'étrangers. On est toujours mieux que ce soit. Mais pour que ce soit agréable, nous devons faire quoi? Balayer. Nous devons nettoyer. Nous devons nous lever chaque matin et dire que non, que ça ne peut que aller de l'avant. Et c'est cette politique que le chef de l'État est en train de prôner. Associons-nous, levons-nous et bâtissons le Togo, qui est l'ordre de l'humanité, tel que l'ont pensé nos plus illustres ancêtres. Ça se passe de commentaires. Bâtissons ensemble le Togo lors de l'humanité. Idem Atipoué, le football au Togo depuis je ne sais pas combien d'années. C'est un sport budgétivore qui prend énormément des millions de contribuables. Voilà, mais derrière, les résultats peinent à arriver avec ce discours de Madame le ministre. Que retenez-vous? Je pense tout simplement qu'il y a une nouvelle dynamique, il faut le reconnaître. Parce que là, on sent en termes de communication, en termes d'engagement, en termes de redynamisation, une dame qui aujourd'hui fait au moins le minimum pour qu'on puisse savoir quand même qu'il y a les lignes qui sont en train d'être bougées. Et ça, il faut le lui reconnaître. Le travail a débuté bien. Maintenant, c'est dans la concrétisation côté sportif. Parce qu'une chose est d'avoir des personnes de bonne volonté, mais l'autre est d'avoir les acteurs même conscients de ce qui est fait. Et c'est en cela que j'en appelle à la conscience de tous les acteurs, parce que ce n'est pas un travail d'une seule personne. Il peut y avoir la volonté, il peut y avoir les moyens, mais si les acteurs impliqués même ne se donnent pas à bras le corps, parce qu'aujourd'hui on sent une désolidarisation de ce patriotisme-là. Et quand les acteurs qui sont sur le terrain ou qui sont autour des joueurs ne se sont pas imprégnés vraiment de ce qui est la fierté d'une nation, je pense que ça ne peut pas y aller.
elle aura beau faire ce qu'elle aura pu, mais ça ne donnera rien s'il n'y a pas une synergie d'action. Je pense tout simplement que tel un virus que propage le ministre, il faut que ça vraiment contamine positivement tous les acteurs du football, qu'on puisse sportivement avoir de la qualité des résultats, tout simplement. L'aspect d'unicité autour de ce sport roi, au-delà de ça, également pour tous les sports. Gilbert Alba. Bien sûr, c'est pour tous les sports. Vous savez que en décembre 2020, avant que nos éperviers locaux participent au CHAN, le gouvernement, à travers le ministère des Sports et des Loisirs, avait initié une charte de bonne conduite. Et cette charte a été étendue aujourd'hui à toutes les équipes A, à toutes les autres catégories. Voilà, toutes les autres catégories et surtout à toutes les disciplines sportives. Pour dire que, vous savez, peut-être qu'on reviendra dans ce studio pour débattre sur cette charte-là, mais je voudrais tout simplement dire qu'il s'agit d'un document qui rappelle à tous les acteurs, qu'on soit dirigeants ou athlètes sportifs sur le terrain, de comprendre un certain nombre de valeurs quand on est appelé en équipe nationale. Nous sommes environ 8 millions de Togolais. Donc, quand on a la chance d'être appelé en équipe nationale, c'est pour passer par Sport FM et à comprendre ce qu'on appelle mouiller le maillot. C'est qu'il faut mouiller le maillot. Est-ce que vous voyez? Depuis les dirigeants jusqu'aux athlètes. Cette charte rappelle un certain nombre de choses, rappelle les emblèmes même de notre pays. Qu'est-ce que signifie le drapeau togolais? Porter le maillot d'une équipe nationale, qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les responsabilités? Quelles sont les obligations? Et à quoi s'expose-t-on lorsqu'on ne respecte pas un certain nombre de dispositions contenues dans ce code de bonne conduite des équipes nationales sportives du Togo? Donc je pense que des initiatives se prennent, beaucoup de choses se font derrière pour que désormais nous ayons des équipes qui dégagent la hargne de se battre vaille que vaille pour notre pays. Et je pense que progressivement, on va y arriver avec la contribution de tous. Ce document est aujourd'hui mis à la disposition des fédérations qui doivent l'exploiter à fond. Et le ministère reste toujours disponible pour accompagner dans la communication par rapport à ce document. On pourra revenir à Sport FM pour en parler. En tout cas, on aura tout le temps et tout le loisir, le plaisir de vous recevoir pour en débattre en long et en large. Et nous refermons la première fenêtre de cette émission. Nous ouvrons la deuxième. Nous parlons des éperviers U17 qui étaient du côté de Cape Coast pour disputer le tournoi UFOA B des Nations. Ça n'a pas marché. 2 matchs de défaite pour les poulains de Maurice Notoudjé. Edema Tipoué, est-ce qu'on devrait s'attendre à autre chose que ça? Ou, bon, pour vous, ce n'est pas une surprise? Déjà, je tiens à féliciter Maurice Notoudjé pour le travail qu'il a abattu. Parce que ce n'est pas facile de pouvoir encadrer des jeunes joueurs dans certaines conditions. Et moi, que le Togo n'y aille pas à cette CAN en Algérie 2023 ne me surprend pas. Parce que les choses n'ont pas été bien faites au début. On a vu la façon dont les U17, les éperviers cadets ont débuté leur stage. Ce sont des stages comme des équipes périphériques. Ils jouaient des matchs amicaux sur le terrain périphérique. On n'avait Dieu que pour les éperviers seniors. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup dérangé la phase préparatoire débutante de cette sélection cadette du Togo. Et moi, je pense que déjà là, on ne peut pas beaucoup demander à Maurice Notoudjé. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est cet aspect de IRM, de l'âge aussi, qui a frappé beaucoup de joueurs togolais. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a un test IRM où les réalités sont tout autres. Le joueur a effectivement moins de 17 ans, mais il est déclaré au-delà de 17 ans. Il y a ces réalités qui se sont fait ressentir. La machine n'est pas aussi fiable. Exactement. À 100%. Parce que nous sommes africains, l'alimentation est différente et tout. Des fois, la machine ne donne pas précisément ce qu'il y a. Et ça a qualitativement diminué l'équipe togolaise. Et moi, je n'ai pas été surpris de ce résultat, de ce mauvais résultat. Il faut le souligner de la sélection cadette.
3-1 face au Nigeria, 3-0 face au Ghana. Il faut dire également que je n'ai pas senti la profondeur de banc. Parce que quand on prend l'équipe qui a joué face au Nigeria, on a presque le même 11, sauf un changement. Aboubakar qui avait commencé, à l'équipe plutôt, qui avait commencé avec le Nigeria, qui était au banc, remplacé juste par Aboubakar au niveau de l'aile. Il n'y a pas eu trop de changements entre le premier et le deuxième match. Donc, c'est comme s'il n'y a pas eu assez de profondeur de banc où la qualité n'est pas assez forte. Donc, je pense tout simplement que je ne suis pas surpris que le Togo n'y aille pas. Et moi, je pense que c'est mieux d'ailleurs pour qu'on puisse revoir les choses parce qu'on est également dans un processus de professionnalisation du football. Et je pense que oui, il faut revenir, continuer par apprendre comme on a l'habitude de le faire, même si on en a assez, il faut le dire, on en a assez de toujours apprendre. Mais moi, je ne suis pas étonné de ce résultat. Maureen Tchoudien ne peut pas faire de magie tant que les conditions ne sont pas réunies. Certes, vous n'êtes pas journaliste, Gilbert Alba, mais bon, vous suivez de très près tout ce qui se passe au plan national, surtout en ce qui concerne les sélections nationales. Je voudrais faire un petit parallèle avec les compétitions scolaires et les sélections nationales de petite catégorie U17, U23. Aujourd'hui, on pourra dire que c'est un véritable parapluie que vous mettez en place quand vous avez redonné vie au championnat scolaire. Oui, tout à fait. Vous savez, dans le temps, les championnats scolaires universitaires ont beaucoup servi les équipes nationales. Quand vous prenez aujourd'hui Djenda Konan, il a été détecté dans le cadre des championnats scolaires. Quand vous prenez Fessou Plaka, quand vous prenez même le jeune qui a signé en Allemagne récemment, Offenheim, comment oui, il s'appelle? Non, pas Ilas Bebou. Vous parlez de qui? N'a pas offert. Même là-bas, Fodo aussi est issu du championnat universitaire. Voilà, il y a un jeune qui est allé en Allemagne. D'accord. Non, allez-y, ça va revenir. Voilà, ils sont tous passés par le championnat scolaire et universitaire où ils ont été détectés. Donc aujourd'hui, la relance de ces compétitions-là permet de détecter beaucoup de talents. Et d'ailleurs, nous allons jouer les finales de ces championnats les 30 juin et 1er juillet 2022. Donc c'est dans une, 2 semaines. Et donc cette relance-là va permettre de détecter des talents. Nous avons vu beaucoup de recruteurs qui sont venus rôder autour de ces compétitions et nous espérons qu'on va continuer on va à nouveau nourrir les championnats ou nos différentes compétitions nationales à travers ces jeux-là qui ont maintenant un plateau pour exprimer leur talent sportif. Et vous savez également que le gouvernement est en train de rénover les centres de développement des sports de Balimé et de Bassar, qui vont permettre donc de loger ou d'accueillir des jeunes qui auront été détectés. Ce sont des centres qui permettent donc à ces jeunes-là de faire du sport-études et ce n'est qu'une bonne chose parce que ça va contribuer à nourrir nos différentes compétitions sportives. Je reste avec vous pour évoquer un autre aspect de cette situation avec les petites sélections. Ça concerne l'âge des joueurs, les agents qui coupent de façon fantaisiste les âges des joueurs. Il y a d'autres problèmes liés au papier. Vous avez un joueur qui arrive au service des passeports avec pratiquement des contentieux. Et là, derrière, c'est compliqué. Et pourtant, le joueur est talentueux. Il est éligible pour la sélection. À votre niveau aussi, c'est un combat que vous menez au niveau du ministère des Sports et des Loisirs. Oui, tout à fait. Vous savez que cette situation, il y en a eu beaucoup. Et donc, pour résoudre le problème, Madame le ministre a fait mettre en place, en collaboration avec d'autres ministères qui interviennent dans la délivrance de ce document, passeport notamment, un comité interministériel, ministère de la Justice, ministère de la Sécurité, ministère des Affaires étrangères et ministère des Sports, pour suivre toutes les situations dans lesquelles on a besoin d'accompagner un joueur, parce que ce sont ces ministères-là qui interviennent notamment, donc pour qu'on puisse voir comment régulariser les papiers des uns et des autres pour qu'ils puissent donc se mettre à la disposition de nos équipes nationales. C'est aussi le lieu d'inviter peut-être les fédérations à être beaucoup plus regardants dès le bas
C'est pour ça que vous allez voir, vous avez pu constater que cette année, pendant les championnats scolaires, il y a eu beaucoup d'établissements qui ont été disqualifiés. Parce qu'on a dit, parfois on s'est écouté sur des radios, il y a des gens qui ont critiqué pour qu'on a dit U15. Même si on avait dit U10, si vous n'avez pas de U10, vous ne participez pas. Quand on dit U15 et vous participez, c'est que vous avez des U15. Après, on a découvert des gens qui ont des âges beaucoup plus élevés, d'autres qui ont pris les actes de naissance de leurs frères et tout ça. Mais on ne peut pas cautionner des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que la sanction, elle a été claire, directe, quoi. C'est prévu par les tests. Ce n'est pas les membres des commissions qui ont fait quoi que ce soit. Les membres des commissions n'ont fait que vérifier la véracité des faits. Si c'est vérifié, on ne passe pas par 4 chemins, quoi. La sanction, elle est connue de tout le monde. Et des équipes qui ont été qualifiées ont été disqualifiées. On leur a retiré tout ce qu'ils avaient donc pris et donné à l'équipe qui méritait. Voilà. Je voudrais avoir votre avis avant de passer la parole à Edem Atipoué sur la responsabilité des parents à établir les actes de naissance aux enfants le plus tôt possible pour éviter ce genre de situation. Tout à fait, surtout qu'aujourd'hui, les actes de naissance sont établis à 0 francs. Aujourd'hui, l'acte de naissance, quand vous déclarez l'acte de naissance, parfois c'est la négligence, on ne comprend pas trop, mais il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités. C'est pour qu'on ne fasse pas de nos enfants des apatrides. Parfois, ce n'est pas la négligence, on ne mesure peut-être pas les conséquences, mais parfois, quand on est dans une situation où on a besoin du document, ça devient compliqué parce que sur le coup, pour faire une nationalité, il faut d'abord un acte de naissance. Il y en a qui n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas de nationalité, mais il faut lui faire un passeport. C'est compliqué. C'est aussi la responsabilité des fédérations parce que quand vous avez des joueurs, normalement, vous devez vous assurer qu'ils ont tous les papiers parce qu'il y a un système de FIFA Connect, je ne sais pas. Bon, oui, voilà. c'est ça. Il faut que chacun puisse jouer sa partition. Une seule personne ne peut pas mener ce combat, que chacun joue sa partition. Vous savez, nous avons d'énormes talents. Il nous revient que chacun en prenne conscience, que chacun joue son rôle tout simplement. Et nous verrons, c'est-à-dire qu'on va exploser. C'est ça, donc c'est à ça que nous invitons les uns et les autres pour qu'ensemble on puisse bâtir le sport et le repositionner dans la géopolitique sportive mondiale. Nous le pouvons et nous avons les moyens pour. Maintenant, il nous revient de prendre nos responsabilités, chacun à son niveau, et de jouer notre partition. Ça passe par là. C'est très important. Edem Atipoué, je vous ai vu à suivre attentivement Gilbert Alba. Vous voulez dire un mot là-dessus, sur cet aspect, avant de vous poser une autre question qui m'est chère? Oui, exactement. Aujourd'hui, la question de l'âge est un abcès qu'il faut crever tout simplement. Plus qu'un virus, hein? Exactement, parce qu'aujourd'hui, on a des cas palpables dans le championnat, mais je ne vais pas donner de nom. On a des joueurs qui sont togolais, qu'on connaît, qui peuvent jouer pour la sélection togolaise, mais qui sont d'autres nationalités aujourd'hui. Parce que par moment, béninoise, maliens, aujourd'hui, ça veut dire qu'à un moment donné de leur carrière, ils ont dû changer de papier, d'âge, de nom, d'identité. Et au-delà, oui, la responsabilité des parents est engagée. Le football aujourd'hui est une industrie. Ça nourrit l'homme. Il faut que les parents aujourd'hui suivent déjà leur enfant. Parce que si vous laissez l'enfant à qui vous voulez, cette personne, pour ses intérêts personnels, peut manipuler l'enfant juste pour prendre ce qu'il veut et l'enfant souffre peut-être 2 ans, 3 ans après. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que la fédération, le ministère fassent des états généraux avec les clubs de formation, et les clubs qui forment les petits, pour qu'il y ait un processus de suivi. Les centres, les agents même de joueurs également. Exactement. Et il faut réglementer. Et même nous, les journalistes, parce qu'il y a également nos responsabilités. Hein. Il y a certains confrères, qui, à cause du gain à avoir, on va tout faire pour convaincre la famille. On coupe 4 ans, 5 ans sur l'âge réel de l'enfant. Exactement. Et on est juste... On est limité avec le passeport. Bon, la carte d'identité, ça peut passer, mais le passeport, c'est clair, ça paie cash aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un suivi. Et moi, j'ai envie qu'on réglemente même le métier de management des joueurs au Togo. Il faut qu'il y ait une carte professionnelle de manager pour qu'on sache effectivement que... Des textes qui réglementent également les textes qui régissent vraiment ce métier au Togo, pour qu'il y ait un suivi qui soit fait. Parce que quand on veut rentrer dans un processus de professionnalisation et qu'on néglige l'évolution en termes d'âge des joueurs, ça va être très compliqué quand les enfants auront peut-être à frapper aux portes des sélections.
Alors, on va parler, justement, ma question, elle me revient, c'est concernant la direction technique nationale. Quand on parlait tout à l'heure des jeunes qui, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de qualité sur le banc, avec le test IRM, on sent qu'on n'a pas un fichier pour ces jeunes-là, pour avoir suffisamment de joueurs à la main pour les intégrer. Vous sentez cette direction technique nationale là, dans ce secteur-là? On a l'impression qu'elle n'existe pas. Hein? C'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai eu à discuter avec le directeur des compétitions nationales et internationales, M. Pafio de la FTF. On ne sent pas vraiment, mais il y a un travail dans l'ombre qui est fait par la direction technique nationale. Mais sur le terrain... Vous croyez? Oui, c'est ce que, en prenant au mot le responsable des compétitions internationales et nationales... La fumée blanche va sortir bientôt? Je me le demande, mais quand on va sur le terrain, on ne sent pas vraiment la patte de cette DTN. Aujourd'hui, on sait que la DTN coiffe le travail qui se fait au niveau du championnat local. Mais est-ce que la relation entre la DTN et les sélections locales surtout est faite? On ne sent pas cette relation, on ne sent pas cette patte, on ne sent pas le leadership de la DTN aujourd'hui. Et quand on a des fanions qui ne sont pas vraiment à même de compétir contre le Ghana, le Nigeria, le Burkina et j'en passe, il y a un problème véritable au niveau du travail de terrain que doit faire la DTN, parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est Paulo Duarte qui fait tout le travail de terrain de la DTN, et c'est compliqué. On sait qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir entre la sélection A et la DTN, mais pour les sélections inférieures à celles de la sélection senior, je pense que la DTN n'est pas encore dans son vrai rôle. En tout cas, nous, on prendra toujours le temps d'aller aux informations et surtout d'aller voir ce qui se passe là-bas pour que les activités de la DTN soient évidentes et beaucoup plus bénéfiques aux différentes catégories des sélections. Fini. Justement, la deuxième partie de cette émission, nous abordons la troisième et la dernière. Nous évoquons l'actu des dames qui seront bientôt du côté du Maroc pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Les choses sont en train de bouger en matière de l'organisation, en tout cas. On va parler justement de cette sélection. Abim Amouzou, vous suivez l'actualité de la sélection des dames du Togo ? De temps en temps? Oui, non? Depuis un moment, c'est vrai qu'on s'est désintéressé du foot. C'est maintenant qu'on reprend petit à petit. Oui, je vois bien. Ça se comprend. Mais vous savez que le Togo participe à une CAN. Absolument. Bon, c'est vrai que le Togo n'est pas un foudre de guerre en la matière quand il s'agit de foot féminin. Mais bon, on vous connaît optimiste. Hein? Vous pensez que dans la poule du Cameroun, de la Zambie et de la Tunisie, vous pensez à quoi pour le Togo? Ce que je veux, c'est qu'on gagne. Ça, c'est ce que je veux. Mais maintenant, pour pronostiquer, il faut voir les valeurs intrinsèques de toutes ces équipes-là qui sont dans la poule où nous sommes pour pouvoir dire quelque chose de sérieux. Ah oui, sa réponse, elle est claire hein, et nette et dématipouée. On a vu récemment le Cameroun qui a fait match nul face au Sénégal, a gagné le Sénégal 1-0. La Zambie qui a fait match nul face à la Tunisie 1 but partout. Et Zambie-Maroc plutôt. Zambie-Maroc, 1 but partout. Alors, le Togo qui a joué un match amical contre le club champion du Ghana. Voilà, les éperviers dames ont trébuché. 0 but contre 3 à domicile au stade de Kégué. De bon augure ou pour vous, il y a de bonnes choses à retenir avant le déplacement sur le Maroc? Je sentais vraiment cette sélection féminine en forme. Après la qualification, parce qu'effectivement aujourd'hui il faut reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait. On a la chance aujourd'hui de voir toutes les catégories de sélection évoluer, ce qui n'était pas le cas avant. Ça, c'est un mérite qu'il faut vanter, et c'est quelque chose qui se fait voir aujourd'hui. Mais au-delà, il y a également cet aspect où on fait revenir des joueuses, des internationales, pour pouvoir étoffer l'équipe féminine. Ça aussi, c'est à mettre à l'actif des responsables. Mais de l'autre côté, ce sont les préparatifs. On sent qu'on a à chaque fois un retard dans les préparatifs. Et ça s'est senti. Déjà avant le 3-0, on a eu à perdre 6-1 face au Future Soccer 6-1 à Lomé ici. Déjà, on s'est dit qu'il y a un coup... Bon, on rappelle que c'est une académie de jeunes joueurs, hein, les garçons. Exactement. Voilà. Exactement.
Et on a senti qu'il y a quelque chose qui manquait et on a vraiment vu ce qui manquait face à cette formation ghanéenne qui est championne de ce pays. La première division. Oui. Donc ça veut dire tout simplement que les préparatifs n'y sont pas. Pour vous, c'est tronqué? C'est tronqué. Il y a 2 poids 2 mesures. Quand on prend la sélection fanion masculine et la sélection fanion des dames. Exactement. Et moi, quand je prends toujours la sélectionneur Kailoson Omo. Kai Tometi, plutôt, oui. Excusez-moi, oui. Omo. Il y a deux mots souvent qui reviennent. Le retard dans les préparatifs et la forme physique des joueuses. Ça, c'est quelque chose sur lequel la dame met beaucoup d'accent. Je pense qu'il faut revoir tout simplement l'organisation. Et quand vous aviez parlé de notre poule à la Coupe d'Afrique des Nations, ça sera compliqué vu la façon dont on se prépare. Ça sera compliqué parce que non seulement on se mesure à de petites écuries qui nous gagnent, contrairement à des nations comme le Sénégal, le Cameroun, qui sont avec de grosses écuries en amical. Ça sera compliqué pour nous si on n'arrive pas à damer le pion à ces petites sélections, à ces petites équipes. Pour vous, le niveau d'exigence n'est pas au rendez-vous? Non, ce n'est pas encore au rendez-vous. Il manque quelque chose. Il manque toujours quelque chose qu'on n'arrive pas à détecter. En tout cas, c'est pas la motivation quand même. Non, ce n'est pas la motivation. Aujourd'hui, la motivation, elle est là. Il y a les primes. Ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu parler des problèmes de primes. Tout est réglé, à mon avis, parce qu'on n'en entend plus parler. Je rappelle que Madame la ministre était là, je pense, jeudi dernier ou vendredi dernier, avec cette sélection pour booster le moral, le mental de ces filles-là. Oui, continuez. Exactement, ça veut dire tout simplement que la motivation est là. Tout ce qu'il faut pour mettre dans de bonnes conditions, a priori, sont là. Maintenant, le déclic est toujours dans la qualité, dans les préparatifs. Aujourd'hui, on sent qu'on a toujours un retard qu'on n'arrive pas à expliquer de manière très simple. Vous mettez ça sur le fait qu'on n'a pas un championnat régulier des dames? C'est clair. Quand on a les U17 qui ne sont sélectionnés que sur peut-être des matchs amicaux, des matchs de préparation, de détection, on n'a pas un championnat de jeunes, des compétitions de jeunes, et qu'on a un championnat un championnat féminin qui est comme un tournoi. C'est compliqué d'avoir vraiment de la qualité. Je pense que ça commence par venir. On a commencé. Maintenant, il faut qu'on arrive à avoir le standing des grandes nations parce que le Togo est un mondialiste. A priori, c'est une grande nation de football aujourd'hui, mais qui peut-être pas de la latence est en train de perdre vraiment ses valeurs d'antan. Et quelqu'un vous dirait tout simplement qu'à partir de cette cadre-là, il faudrait que le Togo se prépare désormais à organiser de façon pérenne les championnats féminins et peut-être dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, oui, le Togo également pourra relever la tête. Alors, on s'achemine progressivement vers la fin de ce rendez-vous. Gilbert Alba, vous avez un mot qui vous a échappé durant nos conversations que vous voulez ramener ici, rapidement? Oui, bon, disons que je vais juste parler de... vous avez parlé de la visite de Madame le ministre, oui, aux joueuses. Effectivement, elle y était. C'était le jeudi dernier, le jeudi le 16, au stade Omnisport, où les filles s'étaient entraînées entre 18h30, 19h30, 20h par là. Donc, elle a suivi l'entièreté de leur entraînement et après, elle s'est adressée à elle et également au staff. Donc, elle les a invités à véritablement honorer le pays parce que c'est leur moment, comme elle leur a dit, c'est-à-dire qu'elles ont tout fait pour se hisser là où elles sont. Alors, qu'elles aillent, quoi. C'est-à-dire qu'elles aillent sans réserve, c'est-à-dire qu'elles se donnent pour le pays. Et voilà, donc je pense qu'elles ont reçu le message. Et chacune d'elles en est consciente. C'est vrai, vous avez parlé du match contre une sélection, une équipe, un club du Ghana, oui, où le résultat n'était pas comme on l'aurait souhaité. Mais ceux qui étaient là, qui ont suivi le match, ont vu quand même que voilà, il y avait du jeu au niveau des filles. Je pense que, bon, moi je ne suis pas technicien, les techniciens savent ce qu'il faut faire pour améliorer. Je pense que chacun y travaille et on a bon espoir. On va rester derrière. On est derrière. Tous ensemble. Tous ensemble derrière les éperviers. Et comme Madame le ministre le dit maintenant, de cœur avec les éperviers. Ah oui, c'est important. Le cœur à l'ouvrage, tout simplement. Alors, Edema Tipoué, votre mot de conclusion avant de donner la parole à Abima Mozou.
Déjà, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Ça a toujours été un plaisir de débattre et d'avoir autour de ce plateau des personnes qui s'y connaissent vraiment, on le sent. Et je vais souhaiter peut-être bon courage à toutes les familles éplorées du crash de Lunghi. Et bon courage également au ministère pour le travail qu'il est en train d'être fait. Et moi, je fais partie des gens qui aiment le résultat. Oui, on voit ce qui est fait, mais quand le résultat ne suit pas, c'est comme si tout est à l'eau. Et moi, c'est en cela que j'en appelle à la conscience de tous les acteurs, pas que les autorités sportives togolaises, mais de tous les acteurs, pour qu'on puisse y mettre vraiment les nôtres afin de pouvoir avoir ce que nous voulons. Pourquoi ne pas aller encore au mondial et à cette CAN, même si, oui, on a un point en 2 journées, c'est possible de chercher ça. Et moi, je pense qu'à tête reposée, avec les énergies positives, on peut y aller, surtout avec du sérieux, car il faut du sérieux dans ce football. Habib Amozou. Tout simplement vous remercier pour l'invitation et remercier également les autorités sportives et le président de la fédération, le président du comité national olympique et madame le ministre des Sports et des Loisirs pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour que la paix revienne dans les familles et que les gens commencent véritablement à faire leur deuil. Je les remercie et toutes les familles les remercient. Merci infiniment, Habib Amozou. On rappelle que vous avez la casquette du directeur exécutif de l'association Lunghi à jamais. Mille merci d'être passé. C'est moi. Malgré votre agenda super chargé. Nous remercions également Edem Atipoué de l'édito.tg. Également, c'est un confrère. Merci à toi. Un plaisir. Mille gratitudes à Gilbert Alba. C'est le patron de la communication au niveau du ministère des Sports et des Loisirs. Oui, Gilbert. Oui, je voulais peut-être, si vous permettez, placer un mot de remerciement à Sport FM. Merci. Qui ne cesse de nous ouvrir ses portes ou de nous inviter à venir communiquer sur les activités que nous faisons. Merci. Merci à tous les auditeurs qui ne cessent également de porter notre pays dans leurs prières, pas seulement le sport togolais, à tous les secteurs d'activité, et rendre un hommage à nos plus hautes autorités pour le climat de paix que nous avons et tout ce qui se met en place pour que demain soit meilleur. Et demain sera meilleur ensemble. Voilà qui est dit. C'est le mot de conclusion de Gilbert Alba. Il est le patron de la cellule de communication du ministère des Sports et des Loisirs. Sur ce, on se dit à très très bientôt. Merci à Anas PM et à Elom Dovon. Cette émission est à retrouver sur le site de la radio et sur les canaux des réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. À très très bientôt. Ciao, ciao.